La peur est un sujet central dans mon travail avec mes clients. Et aujourd'hui, je vais te poser la question, de quoi as-tu vraiment peur ? Aujourd'hui, j'ai envie de rendre hommage à mon mentor, Michael Neill, auprès duquel j'ai appris beaucoup les dernières années. Pour la petite information, il y a 4 ans et demi, quand j'ai décidé de me mettre vraiment à 100% sur le coaching et d'arrêter mon métier de consultant, j'ai choisi de me former sérieusement au métier de coach. Et je suis tombé sur une de ces formations. Ce qui est assez marrant là-dedans, c'est que quand j'ai été confronté à ces idées, parce que c'est vraiment une méthodologie de coaching et une idée qui est issue de 3 principes fondamentaux, j'ai trouvé ça incroyablement stimulant intellectuellement en me disant que ça pouvait changer ma vie. Et la vie de milliers de personnes, si c'était vrai. Mais en fait, je comprenais rien du tout. Donc en fait, j'ai commencé à me former à d'autres choses qui étaient plus dans ma sphère, on va dire, dans mon paradigme actuel, pour reprendre le titre du podcast, qui me permettait de coacher concrètement des clients, de manière moins spirituelle. Et avec le temps, j'ai quand même trouvé que c'était la chose la plus intéressante que j'avais vue les dernières années. Je l'ai repris il y a peut-être 1 an et demi de cela, cette formation. Et là, ça a cliqué. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de lui rendre hommage en parlant de différentes choses qu'il a pu me raconter lors de différents programmes que j'ai pu faire avec lui, lorsqu'il a pu me coacher, lorsque j'ai lu ses livres, lorsque j'ai écouté ses podcasts. Parce que fondamentalement, ça fait écho avec une discussion que j'ai eue la semaine dernière avec une cliente, la directrice d'un cabinet de conseil. Et c'est une manière vraiment intéressante de percevoir la peur, de percevoir d'où elle vient, et de se demander en fait de quoi est-ce qu'on a vraiment peur. Dans une histoire que Michael Neill me racontait, et je crois qu'il en parle d'ailleurs dans son TED Talk, Why Aren't We Awesomer, si je le dis correctement, il était passé à la télé il y a quelques années et en fait il devait mettre en pratique une technique de cure immédiate de la peur, qui avait été créée par le docteur Richard Bandler, donc un des fondateurs de la PNL, de la programmation neurolinguistique. Et en fait, il devait annuler, supprimer la phobie des tarentules d'un panel de volontaires. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait 2 médecins lors de cette émission qui étaient là, qui avaient branché des électroencéphalogrammes et des appareils directement sur les participants pour voir en temps réel ce que l'exposition à une tarentule avant l'outil de PNL et après l'intervention de Michael Neill avait comme effet sur le fonctionnement du cerveau. Et ce qui était super intéressant, c'est que, en tout cas c'est ce que Michael Neill nous avait partagé lors de ce groupe de travail, c'est que, alors que le traitement de la phobie avait passé le test avec brio, ça permettait en fait à chacun des participants de tenir clairement une araignée, une tarentule dans les mains, et on voyait une légère variation du rythme cardiaque ou de l'activité cérébrale, mais rien à voir avec avant la mise en pratique de cet outil de PNL. Ce qui l'avait le plus marqué, c'est que chacun des volontaires était connecté donc à ces machines lorsque un régisseur était arrivé avec un contenant en plastique transparent, totalement vide, et avait dit aux participants, pendant le tournage réel, que pendant l'émission, ce conteneur serait rempli d'araignées. Et ce qui était intéressant là-dedans, c'est que les électroencéphalogrammes et toutes les machines ont commencé à s'affoler, ce qui a indiqué en fait que les gens commençaient à éprouver une réaction phobique à quelque chose qui ne se produisait pas réellement. Parce qu'en fait, à l'instant T, le contenant était vide. Je veux attirer ton attention sur une vérité fondamentale sur la nature de la peur, car me concernant, moi, le jour où j'ai réalisé ça, c'est l'équivalent d'un 33 tonnes qui s'est ôté de mes épaules, ou qui m'est rentré dans la tronche, ça dépend de la dynamique qu'on veut donner à l'image. Mais dans tous les cas, comme je te dis, quand j'ai été exposé la première fois à notre pensée et l'impact qu'elle peut avoir sur nous, je l'avais intégré intellectuellement. Donc je reviens au début du podcast, la première fois que j'ai suivi une des formations de Michael Neill, où j'ai compris la philosophie de sa pensée, la psychologie de l'esprit, son fonctionnement. Et 4 ans après, le jour où vraiment ça a cliqué, où j'ai réalisé à quel point c'était vrai.
Voilà ce sur quoi je veux attirer ton attention. Nous n'avons pas peur de ce que nous pensons craindre. En fait, on a peur de ce qu'on pense. Un exemple hyper frais dans nos esprits, tu vois, c'est le Covid. Ou encore plus récent, la guerre en Ukraine. Lorsqu'en fait on est confronté à un avenir incertain. C'est en quelque sorte là où la machine à histoire dans notre tête se met en marche. Lorsqu'on va demander aux gens de quoi ils ont peur, dans ces cas-là, sur une crise sanitaire comme le Covid ou la guerre en Ukraine, leur réponse, elle varie souvent de la perte d'un être proche, d'un être cher, à la perte de la sécurité financière, la perte de l'emploi, ou la perte de leur propre vie, en fait. Mais lorsque on demande vraiment aux personnes de quoi elles ont peur, et je sais que moi, souvent dans mes coachings, ça arrive, quand on commence à tirer la pelote, une peur de surface, une peur de façade, à ce dont les personnes ont vraiment peur, et ben, il s'avère que la réponse, c'est souvent l'inconnu. On a peur de l'inconnu. Pourtant, l'inconnu, par définition, il ne peut pas faire peur, parce que comment est-ce que nous pourrions avoir peur de quelque chose dont nous ne savons même pas l'existence? Ce dont les gens ont réellement peur parfois, et ils sont terrifiés, c'est ce qu'on peut appeler le connu imaginé. En d'autres termes, nous imaginons le futur, ou plutôt des futurs, parce qu'on aime bien avoir plusieurs scénarios en tête, où les choses se passent mal pour nous, et où tous ceux auxquels nous tenons, et nous sentons, en fait, on va se sentir suffisamment effrayés à chaque fois qu'on pense à ces scénarios. Et ce, par une raison très simple. C'est que la vitesse de la pensée est généralement vachement plus rapide que notre radar à conneries intérieures. Ça va vachement plus vite que ce que ce radar en fait est capable de détecter. Et on n'est généralement pas conscient de ces pensées. Par contre, le sentiment de peur dans notre corps, lui, il agit comme le résultat, tu vois, de l'électroencéphalogramme. Il va nous informer sur l'état actuel de notre pensée et l'effet en temps réel qu'elle a sur notre système nerveux. Pour simplifier, on a une pensée, on imagine un scénario catastrophe, et là, l'électroencéphalogramme, la manière dont il se matérialise chez nous, c'est notre niveau de stress, notre niveau de peur, notre niveau d'anxiété qui commence à crever le plafond. Voici, pour le coup, une expérience de pensée que tu peux essayer et que tu peux mettre à l'épreuve par toi-même. Alors cela peut peut-être t'effrayer un peu, mais je pense que tu vas trouver ça intéressant, éclairant pour illustrer les propos. Il est assez facile de parier que dans exactement une semaine à partir de maintenant, tu seras en train soit de prendre ton petit-déj, soit de déjeuner, soit de dîner. Et même si ton alimentation est relativement peu variée, on va partir de ce principe, ce que tu vas exactement manger au petit déjeuner, au déjeuner ou au dîner, ça t'est inconnu à une semaine à l'avance. Comment est-ce que tu te sens lorsque tu penses à ça? À moins que tu n'aies pas passé une partie de ta vie à lutter contre la famine, ne pas savoir ce que tu vas manger dans une semaine, ça va pas forcément déclencher un énorme signal d'alerte interne. Dis-moi si je me trompe, écris-moi un commentaire, envoie-moi un message sur LinkedIn, dis-le-moi, ça m'intéresse clairement. Mais que se passerait-il si tu commençais par contre, comme on l'a tous fait pendant la crise sanitaire du Covid, à imaginer une crise alimentaire mondiale? Et si cette crise commençait à causer des pénuries alimentaires dans tous les supermarchés, que on te mettait dans des gros cartons des sacs de pommes de terre, des sacs de pâtes, des sacs de brioches, comme si tout allait disparaître dans les prochaines heures. Et encore pire, si toute la nourriture que tu as dans ton stock alimentaire, elle se gâtait, elle pourrissait, elle devenait périmée. Est-ce que tu peux commencer à ressentir les symptômes, tu vois, de cette pensée effrayante dans ton corps? Peut-être que ta gorge est nouée, ton estomac s'est contracté, tes épaules se sont relevées. Tu commences à sentir une petite nervosité. Tout ça, c'est imaginé. La semaine dernière, comme je te le disais, je travaillais avec la directrice d'une société de conseil qui m'avait été recommandée. Et elle semblait perturbée par quelque chose, a priori. Elle me partageait qu'elle adorait son métier, que
tout se développait bien, qu'elle se levait le matin avec le sourire. Comme je l'ai dit, c'est génial. Ok. Quel est le problème? Je lui ai demandé en fait à ce moment-là, parce que je ne voyais pas trop, je voulais aller plus loin dans la discussion. Et alors qu'elle savait pas trop quoi me répondre, on a commencé à parler de ses hobbies, de ce qu'elle aimait faire dans la vie, à côté de son métier. Et il s'avère qu'en fait, c'est une peintre, elle adore peindre. Et que récemment, elle a eu la chance de faire une exposition. Même si je crois pas trop en la chance, je pense que c'est vraiment une opportunité qu'elle a su créer avec le temps. Mais bref, elle a fait cette exposition et a vendu 2 toiles. Ce qui est pour le coup vraiment cool, parce qu'a priori, elle s'y attendait pas. C'était une super surprise, c'était une première. Et donc, j'étais super content pour elle à ce moment. Et d'un coup, la discussion, elle a changé. Alors que je sentais tout son esprit s'exprimer jusqu'à ce que je puisse palper les émotions qu'elle avait ressenties à ce moment-là, il a commencé à avoir un silence. Et si mon truc, c'était la peinture? Et si c'était vraiment une carrière probable, plus qu'un hobby? Ah, ce serait génial! Enfin, si je quittais mon travail, je devrais dire non à un revenu très confortable. Je sais pas si mon mari verrait ça d'un bon oeil. Puis j'adore la ville, alors que là, ça veut dire que mon atelier qui est à la campagne, j'y passerai plus de temps et j'aurai plus la stimulation de la ville et tout ce que ça m'apporte. Et alors, je t'arrête l'histoire des mots en fait dans lesquels elle est partie pour le bien de la longueur du podcast. Mais tu vois, quand elle me disait ça, je la regardais, je l'écoutais et je souriais. Parce que ça m'a démontré une nouvelle fois le pouvoir incroyable de notre esprit. Cela ne se passait que dans son imagination. Donc en fait, il n'y avait rien à faire avec ce sujet. Et pourtant, elle commençait à être terrifiée par l'idée de quitter son travail et de devenir peintre à plein temps. Comme mon mentor Michael Neal le partage dans un de ses livres, The Space Within, l'espace interne, il n'y a pas de solution à un sentiment. En l'absence de danger clair, en l'absence de danger présent, chaque fois qu'on ressent de la peur dans notre corps, on sait finalement que c'est juste un symptôme de notre propre imagination qui est en train de devenir barjot. Et on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit à ce sujet. Pour cette cliente qui est peintre, dans ses hobbies, je pourrais lui présenter la métaphore suivante. C'est qu'elle a l'habitude de prendre un pinceau, elle a l'habitude de prendre de la peinture et un canevas blanc. Cette peinture, finalement, ce sont ses pensées. Sa conscience, c'est son pinceau. Enfin, c'est plutôt, on va dire, l'esprit avec lequel elle va pouvoir donner vie à tout ça. Et que le canevas blanc, ça va être sa conscience. Et qu'en prenant la peinture avec son pinceau, elle peut dessiner n'importe quoi sur le canevas blanc, sa toile. Et en fait, nos pensées, c'est cette matière première, c'est cette peinture. Et avec notre esprit, on va peindre sur le canevas blanc qu'est notre imagination, notre conscience, une histoire qui va nous sembler extrêmement réelle. C'est le rôle de notre conscience de donner vie, en fait, à ses pensées. Et de leur donner vie émotionnellement. De leur donner vie au niveau de ce qu'on ressent. Et tout ça, ça peut nous faire flipper parfois. Mais au moment où on reconnaît la peur pour ce qu'elle est réellement, en fait, juste un symptôme de notre pensée qui est en train de devenir folle, elle s'efface en arrière-plan. Comme une télévision qu'il va y avoir allumée dans un bar ou dans le coin d'un restaurant, on n'a pas forcément la possibilité de changer de chaîne, peut-être qu'on n'aime pas ce qui passe à la télé à ce moment-là, mais ça ne doit pas forcément nous occuper énormément, voire pas du tout. Ça ne doit pas déranger notre attention. Et à partir de cet état de calme relatif et de clarté qu'on a lorsque on n'est pas pris dans nos pensées effrayantes, s'il y a vraiment quelque chose à faire qui nous permet de nous sentir mieux, de passer à l'action, de créer l'état émotionnel dans lequel on veut se créer, c'est généralement assez évident et simple à mettre en œuvre. C'est quelque chose qui apparaît à notre esprit. Donc, de quoi est-ce que tu as vraiment peur et pourquoi es-tu si vraiment effrayé? Alors, ça paraît simple dit comme ça, mais c'est simplement l'émanation de tes pensées. Tu es en train de te projeter dans des histoires fantômes. Et
que tu commences à croire ces histoires. Je te le répète pour clôturer cet épisode, parce que pour moi c'est une leçon vraiment importante. Nous n'avons pas peur de ce que nous pensons craindre. On a juste peur de ce que nous pensons. Je te remercie de ton attention, prends soin de toi, et on se parle très vite dans le prochain épisode. Salut!